Tourne. 194 première. Oui. Il est là, mon collègue? Blue? Oui. Coupe. La une. Ça va? Pas mal du tout. 195 première. Oui. Vous savez comment il vous appelle, Thurston? Zurika. Coupe. Le cinéma, c'est formidable pour moi de revenir un peu au cinéma, après tout ce qui vient de se passer, après tout ce qui est en train de se passer, après cette espèce d'overexposition, surexposition, totalement incontrôlable, et totalement incontrôlée du reste. Je suis très content parce que se retrouver sur un plateau de cinéma avec Deville, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver aujourd'hui. oui. Ouais. Et puis de retrouver cette famille cinéma qui est complètement différente. J'imagine que en arrivant sur le tournage, quand au début, ça a dû être une décompression, comme un plongeur qui remonte, non? Un peu ça? Ouais, parce qu'il y a un tel décalage entre l'activité de chanteur et l'activité d'acteur. C'est que je reviens d'une tournée où j'étais le metteur en scène de la tournée, puisque j'étais metteur en scène du spectacle, puisque j'étais celui autour duquel tournait tout. Donc on venait me parler sans arrêt, me demander mon avis sur tout. J'étais, entre guillemets, le patron de cette histoire-là. Alors que là, pas du tout. Là, je suis assis dans un fauteuil, j'attends en lisant mon scénario ou en blaguant avec les gens de l'équipe. Et je dis mon texte et je me livre, je me mets dans les bras de quelqu'un parce que j'ai une confiance totale en cette personne. Donc la grande chance que j'ai, c'est que ce soit un metteur en scène qui inspire autant confiance qui m'ait demandé de faire un film. Il y a une chose qui me fait plaisir, c'est qu'il y a quelques années, sur le plateau de Spécial Cinéma, je recevais un débutant et que je retrouve humainement le même garçon super et sympa. C'est bien ça, quand même. Ben, c'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est un constat. Ouais, mais gentil de le dire. Vous savez, les gens autour de vous autour de nous sont toujours très très particuliers parce que on vous demande paradoxalement de ne pas changer quand vous êtes débutant, vous faites des interviews, on vous dit j'espère que vous resterez le même, vous ne changerez pas quand ça marchera. Et puis, en fait, on vous demande tout le contraire. On vous demande de changer. On vous demande le regard des autres change sur vous avec le succès. Moi, je ne crois pas que le succès ait changé grand-chose en moi. Je crois que le regard des autres autour de moi a beaucoup changé. Et c'est vrai qu'a priori, quand on me demandait, quand j'étais plus jeune, quelqu'un venait me gonfler et que j'envoyais paître, on se disait ah, c'est une forte tête, il est sympa, mais bon, il dit ce qu'il pense. Puis aujourd'hui, on dit oh, pour qui il se prend. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que les médias fabriquent une image et les médias veulent ensuite que la personne ressemble à l'image qu'ils ont fabriquée. Voilà, mais bon. Mais quel slalom, hein. Enfin, oui, il y a un gros slalom à faire parce qu'on essaye d'un petit peu de se protéger, ça c'est normal. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce qui m'arrive, par rapport à tout ce qui s'est passé, à cette espèce de folie, entre guillemets, entre les concerts, entre les ventes de disques exceptionnelles, entre le bonheur qu'il y a dans tout ça. Bon, alors c'est vrai que ce qui m'arrive à cause je vais reformuler ça parce que, alors, zéro, on recommence ça. Je veux dire par là que ces petits inconvénients, c'est comme rien à côté de tout ce qui m'arrive. Ouais. Je trouve que je suis assez privilégié. Je pense que ça aurait pu être pire. Et je pense que les mauvaises rumeurs ou les mauvaises choses, les petits détails qui peuvent vous altérer, parce que c'est blessant parfois d'ouvrir un journal et de lire une phrase qu'on n'a pas prononcée et qui n'est pas très très sympathique ou qui n'est pas très bien. Ça c'est un petit peu blessant. Mais en ce qui me concerne, je crois que j'ai échappé au pire, parce que ça aurait pu être... Oh là là. Ce qui doit faire mal quand même, c'est la haine gratuite qui sort du bois. Oui, mais enfin, comme dirait Coluche, tu voudrais pas qu'il t'aime en plus, quoi. Ça, mais bon, ouais. C'est dommage, parce que ça serait aussi bien. Tout le monde serait content. Un succès pareil implique fatalement, il y a des rançons, une sorte de solitude, non? Car il y a tellement de bons conseillers. Oui, absolument. Absolument, enfin, c'est... Mais je crois que ma solitude est moins grave que la solitude d'un mec qui va bosser à 7 h du matin tous les jours dans une usine et qui sort de son usine, qui rentre chez lui et qui est dans une autre forme de solitude quand même. Celle-là est plus grave. La solitude des acteurs ou des chanteurs ou des coureurs de fond, comme disait le film, c'est une solitude qui est très nutritive et qui aide énormément à la profession même. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas des chansons comme je te le dis quand même, ou comme Casser la voix si on n'a pas eu quelques moments de solitude et quelques moments difficiles. On se nourrit avec ça aussi. Oui. Un film. On va regarder un film.
c'est l'Union sacrée. Alors, c'est un beau film et c'est un film courageux parce qu'hélas, il y a des intégristes dans les deux camps. Les téléspectateurs vont le voir. Bon, bah, c'est deux flics. Il y en a un qui est juif et l'autre qui est arabe. Quel beau thème. Et est-ce que vous avez reçu du courrier après ce film où on vous disait... évidemment. Oui. Ouais, le courrier, le film. Mais quel genre de réaction? Oh, bah, des menaces de mort. Non, sérieusement. On a tous eu des menaces. Arcadie a eu des menaces, Richard Berry a eu des menaces, moi j'ai eu des menaces. C'est un film qui a énormément dérangé. En plus, il est sorti le 15 mars 1989, qui était la date ultimatum pour Salman Rushdie. Oui. Alors, il y a eu cette conférence à Madrid, là. J'imagine que pour tous les hommes de bonne volonté, qu'ils soient israéliens... Je trouve que c'est une démarche de bonne volonté. Oui. De part et d'autre. Je trouve que... Enfin, de part et d'autre, peut-être pas de la part de tout le monde. En tout cas, de la part des Palestiniens et de la part des Israéliens, c'est une magnifique démarche. De la part des autres pays arabes, je sais pas. Je suis pas sûr que tous les pays arabes aient envie qu'une solution soit trouvée. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Voilà. Je crois que le leader palestinien a été remarquable dans ses allocutions. Le leader israélien, Isaac Shamir, a été remarquable dans ses allocutions, sachant qu'il a tout son pays pratiquement contre lui, là, hein, derrière lui. Parce qu'en Israël, il y a un mouvement pour la paix, oui, qui n'est pas malheureusement aussi fort que le mouvement belliciste, parce que les gens ont peur, c'est simple. Hein. Et c'est plus une question d'extrême droite, de gauche israélienne. Ils ont peur d'une chose. Ils ont peur pour leur sécurité. Et c'est pour ça qu'il faut que l'ONU et que les pays, et que tous les pays qui vont être responsables des décisions qui vont être prises, assument ces décisions et assurent la sécurité d'Israël. Parce que moi, je pense, depuis très longtemps, qu'une fois que le problème palestinien va être réglé, et il va être réglé, parce que les Israéliens le veulent et que les Palestiniens le veulent. Donc il va être réglé. Le problème, c'est qu'une fois que ça va être réglé, quel va être le cheval de bataille des pays arabes par rapport à Israël? Et ça c'est à la communauté internationale de bien analyser ce risque-là. Parce que là, il est gros. Il est gros parce que... Enfin, c'est ma sensation depuis très longtemps. Vous êtes optimiste plutôt, hein? Moi, je suis optimiste parce que je pense que Israël a une chance historique de faire la paix et va la saisir. Et je pense que les Palestiniens ont un droit, et ce droit est reconnu, donc va être reconnu. Mais attention aux autres pays arabes autour. Oui, mais là... Quelle va être leur position, quelle va être leur attitude? En tout cas, dans les premiers jours de la conférence, ça a été très marqué. Hein. Vous êtes très concerné, hein, indépendamment de ce problème, par le monde dans lequel vous vivez. Oui, on ne peut pas faire abstraction du... On ne peut pas aller à l'encontre des gens, comme vous l'avez fait en 140 concerts, je crois, hein, ou 150, ah je sais oui, plus. oui. Oui, on ne peut pas aller à l'encontre des gens sans ne pas être au cœur. C'est pas uniquement... Oui, mais c'est-à-dire que le problème, au bout d'un moment, c'est qu'on s'est dit, voilà, Patrick Bruel, il pense sur tout, il a des idées sur tout. Non, c'est pas vrai, j'ai pas des idées sur tout. Il y a des choses qui me concernent plus ou moins, il y a des choses dont je me tape, mais enfin, dont je reconnais mon ignorance. Donc, mais il y a des problèmes qui me touchent, en effet. C'est vrai que le problème d'Israël me touche, le problème palestinien me touche, et puis ce qui se passe dans mon pays me touche, et m'effraie. Comment vous êtes passé de l'artiste, finalement, au chef d'entreprise? Vous êtes un chef d'entreprise maintenant? Non, je suis pas... Mais non, mais c'est faux. Mais les journaux se sont amusés à faire ça, et la presse s'est amusée à faire ça. Je suis pas un chef d'entreprise. Je suis quelqu'un qui a décidé... Mais comme tous les artistes, je ne vois pas quel artiste ne va pas contrôler quelle est la pochette qu'on met pour son 45 tours, pour son album. Tous les artistes aujourd'hui choisissent une photo et la choisissent eux-mêmes. Non mais tous Patrick, les artistes... je parlais pas de ça. Je parlais par exemple des briquets, votre effigie, Bon, alors ça c'est autre chose. t-shirts, Non mais ça c'est autre chose. Ça c'est tous les... C'est pas moi ça. Tous les gens qui partent en concert ont un service de merchandising. Tous les gens qui font des concerts font ça. Tous les groupes du monde, tous les chanteurs français, tous les chanteurs européens, tout le monde fait ça. Et il y a un stand de merchandising dans tous les concerts où vous allez, avec des briquets, des t-shirts, des... Mais ce n'est pas moi qui fais ça tous les matins, qui va à mon bureau et puis qui appelle, qui passe les commandes. C'est pas moi, c'est une entreprise qui est liée avec la société avec laquelle je travaille. Mais tout ça nous lie. Mais je ne suis pas un type qui... Je ne sais pas le faire. J'ai des idées, oui, c'est moi qui vais dessiner si on fait des pins. C'est moi qui vais trouver les idées pour dire, tiens, on va faire un pins avec ça. Ou on va faire, tiens, sur le t-shirt, on va mettre ça. Ou sur... mais je suis un très mauvais homme d'affaires. Si moi je gère les affaires, ça s'effondre. Je ne sais pas le faire. Les gens avec qui je travaille savent le faire. Je ne sais pas. Et je ne vais jamais diffuser les
les choses qu'on vend là dans des magazines, comme ils ont dit, La Redoute, je sais pas trop quoi, jamais de la vie, c'est pas vrai, c'est faux. Oh, mais j'ai même vu qu'on vous est passé pour un gourou aussi. Ah, sur Antenne 2 là Bah, c'est La simple. secte brûlée. Bah, vous avez vu le spectacle, c'est simple, il suffit de venir voir le spectacle. Oui, l'entrée, je le fais avec un manteau dans des lumières. Et on parle du spectacle, vous êtes passé à Lausanne, un succès fou. Ah, Vous c'était pouvez faire beau. une bise à tous ceux qui étaient à Lausanne. Oh, là, c'était parce- magnifique. À tous Ouais. ceux qui étaient à Lausanne, tous ceux qui étaient à Lézin, tous ceux qui étaient à Lausanne la première fois, et puis tous ceux qui sont dans la région, Annecy, Annemasse, tout ça, qui sont tous venus. C'était magnifique. Je suis content de... C'est magnifique, c'était beau. Sans le problème, alors on dit, alors Jacques qui va à la télé, il dit merci au public, vous êtes beau, c'était beau. Mais oui, c'était beau. C'était beau. C'était extraordinaire. C'est quelque chose que très peu de gens ont le privilège de vivre dans leur vie. Moi, j'ai vécu un truc qui est dingue. Dingue. Et tant mieux, et bravo. Et j'espère que ça se reproduira. C'est tout. Mais on va pas me dire, je vais pas faire la fine bouche. Ouais, c'était sympa, les concerts, ouais, le public, pas mal. Ouais. Mais ça va pas, quoi. C'était dingue. Je vais pas aller faire le... Moi, vous savez que je suis content de vous voir revenir au cinéma. Vous savez ce que je pense de vous, on en a parlé il y a bien longtemps. Vous m'aviez bien touché, d'ailleurs, ce jour-là. Oui, mais je suis content que vous reveniez au cinéma. Et dans une espérance de carrière, d'abord, j'aime pas tellement le mot, mais d'évolution artistique, en fait, ce qui serait formidable et pratiquement exemplaire, c'est par exemple une carrière à la Montand, qui a longtemps allié les deux, parce que c'est pas incompatible. Tout à fait. Enfin, la comparaison avec mon temps m'a toujours flatté. Je dis toujours aux gens, et ça rejoint la façon dont vous posez votre question, qui est mieux que d'habitude. C'est en effet carrière, c'est-à-dire longévité. C'est-à-dire que si à l'âge de mon temps, j'ai réussi à faire ce qu'il a fait, oui, on pourra me comparer à mon temps. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'essaie de faire les deux. Et espérons que ça continuera. Espérons que l'un n'entraînera pas l'autre dans sa chute quand ça tombera. Enfin, on verra comment ça se passe. Mais j'ai beaucoup parlé de ça avec mon temps, d'ailleurs. Et j'ai deux dernières questions. Ce que j'ai trouvé aussi formidable, c'est que après cette tournée, quand même, qui doit être épuisante, il y a toujours chez vous cette flamme de désir. Vous auriez pu partir en vacances, Deville vous appelle pour le film et vous vous dites non, ça je peux pas manquer un metteur en scène comme ça. C'est sûr, Hein? c'est sûr. Oh bah oui, c'est sûr. C'est sûr que là, pendant 2 ans, le cinéma m'a manqué. Pendant 2 ans, on m'a proposé des films pas très intéressants, ou derrière Force Majeure, j'avais pas envie de faire des choses moins intéressantes, ou derrière l'Union Sacrée, j'avais pas envie. Et il s'avère que le tournage s'arrête et 15 jours après, c'est Deville que le film, la tournée s'arrête et qu'on commence à tourner avec Deville 15 jours après. Oui, ça c'est un cadeau. C'est un coup de chance. Deville aurait pu commencer son film le 15 juillet et moi je pouvais pas le tourner parce que j'étais pris. Ultimo question, vous êtes doué pour beaucoup de choses. Êtes-vous doué pour le bonheur? J'espère. On peut pas tout avoir. Et c'est vrai que, comme dirait William Scheller dans sa très belle chanson, j'ai envie d'être un homme heureux. Et que ça passe pas toujours, ça passe toujours facilement. Mais l'indécence que ça aurait de dire aujourd'hui que je suis pas un homme heureux, c'est impossible. Je sais pas, ça va très bien. Il y a beaucoup plus de bons moments que de mauvais moments. Dans le moment où il y a plus de bons moments que de mauvais moments, je crois qu'on est heureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de mauvais moments que de bons moments. Mais le bonheur latent, je connais pas, je crois que ça n'existe pas. Enfin, je connais pas de gens qui se réveillent le matin heureux, qui se couchent heureux, qui sont toute la journée heureux, qui sont bien, toute une béatitude comme ça parfaite, je la connais pas. Et il est évident que les moments paroxystiques par lesquels on passe sont totalement liés aux fluctuations du bonheur. Ça, on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. L'Union Sacrée, merci Patrick, on vous aime.